Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École nationale des ponts et chaussées. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Mahalia au micro. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Marguerite, qui effectue actuellement son doctorat au sein du laboratoire Ville, Mobilité, Transport, le LVMT, dans le cadre d'un contrat CIFRE avec la RATP et encadrée par Caroline Galaise, directrice de recherche, et Anne Jarijon, anthropologue. Bonjour Manon. Bonjour. Tu réalises actuellement une thèse CIFRE, financée par la RATP, qui est intitulée « Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes durant les déplacements, expérimentation à partir du cas de la RATP ». Comment t'est venu ce sujet de thèse et pourquoi intéresse-t-il la RATP ? Alors, pour revenir un peu en arrière, moi j'ai fait un magistère d'urbanisme et d'aménagement à l'université Paris 1 et j'avais réalisé mon premier mémoire de recherche quand j'étais en Erasmus à Berlin. Il traitait du cas des femmes artistes de rue. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la recherche, ça m'intéressait parce qu'il y a à la fois le maniement de concepts qui sont théoriques et à la fois une liberté avec le travail de terrain, donc d'une liberté de méthode, mais aussi une liberté de lien avec les participants et les participantes de l'enquête. Donc ça m'avait déjà donné envie de poursuivre dans la recherche. Je me suis ensuite dirigée vers le parcours recherche professionnelle que le magistère proposait dès le Master 2. Donc ça m'a permis de faire un deuxième mémoire sur la place des femmes et leur mobilité à la gare du Nord. À ce stade du coup de mon parcours, j'ai fait 2 rencontres qui ont été importantes dans le déroulé de la suite. Donc déjà un ami qui est géographe comme moi, qui s'appelle Félix Cardozo. Il était étudiant au magistère et il avait fait son mémoire de M1 sur l'espace public de Noisy-le-Grand. Il avait fait un mémoire sous forme de documentaire. Et Anne Jarijon, qui est du coup anthropologue et vidéaste, et que j'ai rencontrée en faisant mon stage au LVMT, et qui est du coup réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Toutes choses égales par ailleurs, et qui permet de donner à voir le poids de la mobilité dans le quotidien des femmes. Donc du coup, cette double perspective de pouvoir mener une recherche et de pouvoir travailler avec la vidéo de façon expérimentale, ça m'enthousiasmait beaucoup. Donc je me suis mis en lien avec Anne, on a contacté ensuite Caroline qui a pris la direction du projet, et comme je voulais faire une CIFRE, initialement pour éviter l'écueil du chercheur et de la chercheuse dans sa tour d'ivoire, vraiment garder un côté très opérationnel, donc qui est aussi assez lié à l'urba. J'ai passé 1 an à chercher des contacts dans différentes structures. Donc il y avait par exemple l'Institut Paris Région, la SNCF, la mairie de Paris et puis la RATP. Et à ce moment-là, je proposais un sujet de thèse qui portait plutôt sur la place du genre dans les gares, à savoir est-ce qu'on peut considérer que la gare est un espace public, étant donné qu'elles sont exploitées par un opérateur, qu'elles nécessitent à droit d'entrée potentiellement coûteux. J'avais la sensation qu'on y retrouvait les mêmes rapports de domination que dans l'espace public de type rue, boulevard, etc. Mais qu'ils étaient exacerbés par l'architecture même du lieu, le côté corps enfermé, corps potentiellement qui passe du mouvement à l'arrêt. Et donc j'ai été intéressée déjà par cette question des corps dans des espaces de circulation. Qu'est-ce que tu entends par corps enfermé ? C'est le fait qu'on entre dans un espace avec des couloirs de circulation, donc on va être en mouvement, puis tout à coup on est sur un quai, on est en attente, on rentre dans une rame, on est à nouveau à l'arrêt. Donc il y a une possibilité de circularité des regards entre les usagers et les usagères. Il y a donc cette observation qui est possible, il y a cette interaction, cette mise en interaction qui est possible aussi. Et c'est cette dynamique-là qui m'intéressait. Et puis dans l'espace des gares, il y a cette question de la place de l'exploitant. Par exemple, à travers les campagnes de communication qu'il va mettre en place, à travers le fait que c'est lui qui va être aussi responsable de cet espace. Et donc, il y a aussi le fait qu'il y ait des agents et des agentes en uniforme. Donc, tout ça, c'était des éléments supplémentaires qui m'intéressaient dans la question des rapports de domination. Et puis ensuite, le fait que j'ai trouvé ma CIFRE à la RATP, c'est un peu, comme disent pas mal de sociologues, l'art de tomber à pic. C'est-à-dire qu'au sein de la RATP a été mis en place dès mars 2020, donc je mets des guillemets puisque c'est une appellation officielle, un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dirigé par Sandrine Charnoz et qui est rattaché à la direction marketing de la RATP. Donc c'est un plan de lutte qui voulait afficher un intérêt assez fort, montrer l'implication de l'opérateur dans cette question de la lutte contre les violences sexuelles, et puis une volonté de changer l'image de l'entreprise qui avait été relativement ternie par plusieurs hashtags sur les réseaux sociaux lancés par des mouvements féministes, donc par exemple le hashtag balance ton métro ou le hashtag vagance son couillon. Donc on est aussi dans un contexte post-MeToo. Et donc quelques mois après son arrivée à la tête de ce plan de lutte, Sandrine Charnoz a souhaité recruter un ou une doctorante pour travailler dans un univers plus sensibilisé, plutôt connexe avec celui de l'entreprise, pour faire des pas de côté aussi. Et puis avoir une approche critique sur ses actions. Donc en fait, on va dire que ma proposition tombait à pic.
Tu mentionnes dans ta démarche une approche expérimentale qui est basée sur l'expérience de la mobilité. Comment as-tu mené cette expérimentation et quelle a été ta méthodologie ? J'ai réalisé une ethnographie féministe qui se construit comme une suite d'expérimentations. Donc, c'est-à-dire que d'abord, vu que je suis doctorante CIFRE, j'avais une première casquette de chargée de mission lutte contre les violences sexuelles au sein du plan de lutte mené par Sandrine Charnoz. Donc, je suivais quotidiennement le déploiement, l'évolution des dispositifs qu'elle avait mis en place. J'assistais à toutes les réunions, je la suivais partout dans tous les rendez-vous qu'elle faisait, que ce soit des rendez-vous internes RATP ou des rendez-vous externes SNCF, Brigade Transport en commun, association féministe. Donc déjà, il y a ce premier rôle actif. Et donc pour moi, ce premier rôle actif, il m'a permis aussi de réfléchir à comment moi, en tant que chargée de mission d'une entreprise, je pourrais proposer des choses pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles. Donc ça nous permet déjà d'avoir une approche qui est très ancrée, qui est très incarnée au sein de l'entreprise. Et puis en fait, outre cette casquette de chargée de mission, j'avais aussi la possibilité de faire des à côté. Et on avait, avec Anne et Caroline, construit le projet avec Sandrine. On lui avait déjà proposé un certain nombre de choses. Donc moi, je voulais revendiquer une approche intersectionnelle. Je voulais aussi une approche audiovisuelle. Donc tout ça, ça a été négocié en amont de la construction du projet pour être sûr aussi qu'on a l'opportunité et la liberté qu'on veut pour le mener. Je pense que c'est une des choses les plus importantes en CIFRE. Et donc, outre cette casquette de chargée de mission, j'avais aussi ma position de doctorante qui me permettait d'aller sur le terrain, d'aller me confronter au terrain et puis d'aller chercher des expériences un peu à côté de celles que Sandrine allait mettre en avant dans son plan de lutte, d'aller expérimenter des méthodes, de tester à partir de ses propres dispositifs à elle des choses un peu comme une expérience scientifique à laquelle on va rajouter un élément pour voir si ça perturbe en fait le précipité. C'est un peu ça qui se passe. Et donc par exemple dans ma méthodologie, j'ai à la fois consulté les archives afin de comprendre d'où venait ce que Sandrine Charnoz proposait dans son plan de lutte, comment ces dispositifs pouvaient avoir été choisis, pourquoi. J'ai également pu réaliser une immersion en centre-bus. J'ai suivi des formations de machinistes du coup. J'ai interrogé d'autres personnes qui subissaient des violences, par exemple les lesbiennes, en l'occurrence les lesbiennes en couple. J'en ai fait un documentaire. J'ai également suivi des étudiantes de l'université Paris 8 dans laquelle j'enseignais pour avoir un retour sur leur expérience de la ligne 13 et les violences qu'elles y subissaient. Et puis j'ai réussi à négocier au sein de la RATP une immersion ethnographique pendant plusieurs mois sur la ligne 13 où j'ai été agente de station. Alors l'immersion ethnographique, c'est pas tellement expérimental, c'est une méthode assez classique en anthropologie. Mais ça fait partie de ce qui m'a permis de comprendre la place des victimes en station, la place des agents et des agentes qui devaient les prendre en charge, et puis comment tout ça s'intégrait dans leur quotidien. Manon, tu as fait énormément de choses au cours de ta thèse. On va se focaliser sur ta série documentaire intitulée Visible, qui compte 3 épisodes et qui traite, comme tu l'as dit, des violences envers les lesbiennes. Visible, c'est quand même un mot qui a une signification très forte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi ce mot ? Et comment tu as abordé ce sujet complexe ? J'étais partie d'un double postulat, le fait que les violences sexuelles dans les transports en commun, elles avaient fait l'objet de plus en plus d'enquêtes depuis 2015, et notamment d'une enquête récente publiée par la RATP en 2024. Elle montrait un peu toute la particularité de ces espaces par rapport aux violences sexuelles. Donc l'enfermement, la densité, l'anonymat qui permettaient en fait pour les agresseurs d'être en opportunité de disponibilité des corps autour d'eux, donc de potentiellement perpétrer ces violences en toute discrétion, en jouant sur le fait que on a du mal à faire un scandale dans un espace public, on va jouer sur l'ambiguïté de « est-ce un sac, une main qui m'a touché », etc. Et en fait, je suis partie du constat que ces enquêtes, elles abordent assez peu la question des personnes minorisées de genre dans l'espace public et des violences qu'elles subissent, alors même que les enquêtes scientifiques ont montré qu'elles étaient encore plus touchées par les violences sexuelles. Donc moi, ce que je voulais, c'était rendre visible la charge que pouvaient constituer les transports en commun pour les couples de lesbiennes. Je voulais le faire avec une approche audiovisuelle à travers un documentaire. Il y avait dans l'idée de, à la fois, montrer à la RATP de façon directe, en incarnant les discours, en incarnant la présence à l'écran des couples, du coup, ce qu'elles vivaient, leur expérience des transports en commun. Et puis, il y avait aussi l'idée de multiplier les points de vue et les expériences et de montrer une réalité qui est souvent occultée. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai proposé à Félix Cardozo, dont je parlais au début, de co-réaliser avec moi ce documentaire. Lui, il avait vraiment l'expérience du tournage et du montage. Ce tournage, il a eu lieu entre mars et juin 2022, en région parisienne. On a réussi à recruter 8 couples de lesbiennes qui sont âgés de 23 à 67 ans pour participer à ce documentaire. Et au fur et à mesure du tournage, il a pris la forme d'une série documentaire en 3 épisodes.
L'objectif, c'était de faire une double méthodologie, à la fois des entretiens de couples filmés. On les suivait ensuite sur un itinéraire qu'elle réalisait, potentiellement de loisirs ou autres. Donc un déplacement qu'elle faisait à deux, qui pouvait mobiliser plusieurs modes de transport, donc notamment la marche, le bus, le métro, le RER, le tramway, etc. C'était l'occasion en fait de donner à voir l'enfermement progressif que les transports en commun constitués en continuité de l'espace public. En fait, on franchit des seuils. Ça permet aussi de montrer ce passage de la marche à l'arrêt des corps dans les rames. Ça permet de montrer la circularité des regards, les interactions et la façon dont les lesbiennes peuvent ou non se rendre visibles dans ces espaces-là. Comment est-ce que tu as réussi à recruter ces couples de lesbiennes et comment ont-elles vécu le fait de témoigner à travers ton documentaire ? Alors, j'étais passée par un compte Instagram qui s'appelait Sappho Soustra. Alors, j'ai pas les réseaux sociaux, donc c'est une amie qui avait fait circuler ma demande. On a eu plusieurs réponses via cet appel. Et puis, je suis aussi passée par ce qu'on appelle en sociologie la méthode boule de neige, c'est-à-dire le fait de partir d'un couple de personnes que je connaissais, qui m'ont présenté un couple de copines à elles, qui elles-mêmes ensuite me présentent un couple. Et en fait, ça permet d'avoir plus d'éloignement avec les personnes qui vont participer, tout en ayant quand même un lien de confiance, parce que c'est assez compliqué en fait de participer à un documentaire, puisque c'est se rendre visible. Par définition, quand on participe à un documentaire, c'est difficile d'anonymiser. Et puis pour nous, il y avait vraiment l'idée d'incarner. Donc, si on anonymisait complètement les récits et les personnes, il y avait un côté où on donnait aussi moins à voir la réalité de ces violences et on créait peut-être moins l'empathie. Ce qui a été le grand facteur de négociation avec les participantes, ça a été de dire, donc il y aura Félix Cardozo, qui est un homme cis, qui va participer au tournage. On va lui donner une place moindre, c'est-à-dire que c'est pas lui qui fait l'entretien, c'est plutôt lui qui va filmer. Alors, est-ce que tu pourrais juste rappeler ce qu'est un homme cis, s'il te plaît ? Oui. C'est un homme qui va correspondre, c'est une personne plutôt qui va correspondre à son genre de naissance. Et en fait, il y a forcément il y a l'écueil possible du male gaze, notamment le fait que ce soit un homme cis du coup qui va tenir la caméra. Donc il y avait toute une précision à faire avec elle. Il y a un travail qui est réalisé pour amoindrir ce male gaze, ou dans certaines scènes jouer avec pour donner justement à voir ou analyser quelque chose, donner de l'interprétation aux spectateurs, spectatrices. Et puis ensuite, l'idée, par exemple, des entretiens, c'était de faire des entretiens le plus conversationnels possible, le moins grille d'entretien question, le plus dans l'échange. Peut-être aussi redéfinir male gaze, parce que peut-être que les auditeurs ne savent pas. Alors, le male gaze, c'est un concept qui a été théorisé par Laura Mulvey et qui consiste à montrer que souvent, derrière la caméra, ce sont du coup des hommes qui vont filmer et donc qui vont donner à voir une perspective hétérosexiste des personnes filmées, qui va donner une perspective masculine et hétérosexuelle à la scène. Par exemple, en faisant des gros plans de certaines parties du corps des femmes, en montrant par exemple beaucoup de femmes nues dans des scènes alors que les hommes vont potentiellement être habillés. Voilà, ça va passer par ce genre de choses. Un des enjeux, ça a été les conditions de diffusion avec les participantes, qu'on a négocié en amont avec elles. On leur a proposé que pour pas que ce soit trop, faut que ça ne circule pas trop, que ce soit dans le cadre de colloques scientifiques, de cours que je peux donner à l'université ou vraiment dans un cadre militant. Et toujours en ma présence pour recontextualiser le documentaire. Après, il faut avoir en tête qu'un documentaire, ça circule malheureusement et il va toujours nous échapper quelque part. Donc ça, on l'a aussi bien reprécisé qu'on allait cadrer au maximum et faire attention, mais que voilà, ça risquait de circuler en fait aussi. En parallèle de tes recherches, tu as été très active dans leur diffusion, notamment à travers des podcasts comme Mobilettre. Tu as participé au dernier épisode de la saison 2 sur les mobilités contemporaines restent-elles genrées ? Et également, tu as participé à l'émission Parigo sur France 3 qui explore les évolutions et les révolutions de la mobilité urbaine. Vous pourrez retrouver toutes les références dans la bio de ce podcast. Manon, comment perçois-tu ton engagement dans la recherche en tant que future chercheuse et quelle vision as-tu de son rôle social et politique ? Pour moi, le rôle de chercheuse que je voudrais avoir, c'est de pouvoir donner à voir des réalités qui sont multiples. Ne pas rester sur des préconçus, en fait, potentiellement diffusés parfois par les médias, notamment. Aller vraiment dans la finesse des situations, de montrer des expériences qui sont multiples. Essayer d'aller dans les angles morts. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, qui suis quand même en double position, puisque je suis financée par la RATP, et puis que je travaille en soi sur leur plan de lutte contre les violences sexuelles, ma position, ça a été d'être une intermédiaire,
entre les personnes que j'allais interroger, que j'allais chercher à interroger, par exemple les couples de lesbiennes ou les agents et les agentes RATP, et puis les dispositifs qui sont mis en place au sein du siège de la RATP, où parfois il y a forcément un petit peu un décalage entre ce qu'on essaie de mettre en place et puis ce qui se passe réellement en station. Donc je pense que ce rôle d'intermédiaire, c'est vraiment celui que j'ai essayé d'endosser. D'une part parce que je voulais traduire sur le terrain mon positionnement féministe, c'est-à-dire essayer aussi de prendre le moins de place possible. Alors c'est hyper compliqué et évidemment c'est très caricatural ce que je dis, puisque de toute façon on a une place dans sa recherche. Donc il fallait aussi que j'assume ce jeu au sens grammatical du terme. Mais l'idée c'était vraiment d'accord, je suis présente dans ma recherche, mais alors je vais essayer d'être entre les deux, d'amener des informations et des connaissances du côté plan de lutte par exemple, et puis d'aller chercher des réalités pour affiner en fait la perspective. On pourrait dire, ça c'est la sociologue Marie-Hélène Lieber qui l'explicite par rapport à l'intersectionnalité, c'est de vraiment essayer de donner à voir des angles morts. Donc, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Peux-tu nous dire quelle suite envisages-tu pour tes recherches ? J'aimerais bien continuer à poursuivre l'enseignement, d'une part, et puis continuer à mener des recherches sur cette... Alors, la question des violences sexuelles va rester, je pense, dans mon approche, ça c'est sûr, enfin, en tout cas, la question des rapports de domination. Et je pense que c'est intéressant de continuer à garder du lien. Donc moi qui travaille sur les transports, par exemple, avec les opérateurs, évidemment. Je vais rendre ma thèse bientôt, dans quelques mois. Ce serait de continuer à valoriser ce travail en continuant potentiellement à publier des choses dessus, en continuant à avoir un contact au sein de la RATP où j'ai commencé à du coup m'intégrer aussi pendant ces 3 années. Est-ce que tu envisages, par exemple, d'aller sur d'autres continents, parce qu'on sait que la RATP, elle est implantée un peu partout, en fait, dans le monde. On avait déjà, quand j'étais au sein du service de Sandrine Charnot, un projet avec le Maroc qui nous aidait en fait à monter une application de copiétonnage lancée par la RATP. Donc je pense que oui, cette question elle est intéressante parce qu'elle est quand même assez dispersée, cette entreprise. Mais moi, je ne suis pas forcément très connaisseuse d'autres contextes que le contexte potentiellement français. Je serais peut-être plus intéressée de sortir un peu de ce prisme-là et d'aller monter un projet de recherche avec soit la Belgique, soit sur un autre continent, le Canada, pour poursuivre plutôt la question des rapports des dominations. Là, je suis actuellement en train de rédiger un projet de postdoc qui porte sur les piscines municipales et sur cette question du coup de l'équipement public, espace public, ce qu'on disait tout à l'heure sur les espaces de gare. La question, bien sûr, des violences sexuelles. J'avais commencé déjà à écrire sur ce projet, puis la question a émergé dans le débat public, puisqu'il y a eu cette affaire récente de voyeurisme dans les vestiaires. Donc ça m'intéresserait de poursuivre sur un équipement public. Merci beaucoup Manon, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Je te souhaite une bonne continuation pour l'écriture de ton manuscrit. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École nationale des ponts et chaussées, ingenius.écoledesponts.fr.